Il y a aussi eu certaines nouvelles qui n'étaient forcément pas, qui n'avaient forcément pas à voir avec la résistance interne au régime, mais qui, du fait de l'actualité, euh, on ne pouvait pas faire fi, on devrait en parler, et c'est pourquoi est-ce que nous avons décidé, au niveau de la brigade anti-Sardina de Douala, de vous faire part de ces nouvelles. Donc, pour ceux d'entre vous qui voudraient le savoir, la revue de la semaine passée, tout à l'heure, nous allons introduire ce direct avec, vous l'avez certainement remarqué, l'inauguration d'un train vieux de 40 ans. Je ne sais pas, ça ne pouvait pas vous échapper. Mais ça, c'est aussi l'expression de ce système mis en place par le néocolonialisme français afin de perpétuer sa domination. Parce que si on invite un ministre, tout un ministre, avec un certain député, à prendre place à bord d'un train qui n'est pas différent du train qu'Amadou Ahidjo a pris il y a près de 60 ans, lorsque on inaugurait la voie entre Yaoundé et Douala. Alors vous comprenez que nous avons beaucoup de travail à faire. Il y a un grand travail à faire. Rendez-vous compte. On prend un vieux train de 60 ans, on remet de la peinture dessus, on vient le mettre à la gare de Bissengue et il y a quelques moutons, parmi lesquels le mouton en chef qui décide d'entrer dans ce train et on nous parle d'inauguration d'un nouveau train. Tout à l'heure, on va revenir dessus. Donc, je disais, la revue de la semaine, c'est d'abord l'inauguration d'un train vieux de 40 ans. Ensuite, nous allons parler des combattants anglophones, parce qu'en réalité, ces combattants anglophones sont des véritables combattants de la liberté. Ils se battent contre le système néocolonialiste français. Ils se battent contre le relais du système néocolonialiste français en Afrique. Après cela, nous parlerons des radios et TV de la propagande française. Et après, on va enchaîner avec le croyant Pendeikoka. Vous savez, il y a eu un audit par rapport au compte de l'opération Survival. Un audit qui a fait couler beaucoup de bave. Il va falloir qu'on en parle, il va falloir qu'on précise les choses, il va falloir que la passion ne l'emporte pas, que chez des gens quand même assez rationnels comme M. Pendeikoka, que la haine ne l'emporte pas sur la raison, que les conflits de personnes ne l'emportent pas sur la raison. Donc après avoir parlé du Coran par Pendeikoka, nous allons continuer avec les nouvelles révélations dans l'assassinat de Brian Fombo. Je n'ai pas besoin de vous présenter qui est Brian Fombo. Euh, les circonstances de l'assassinat de ce jeune garçon euh, a suscité une passe d'armes entre J. Remingono et Amougou Belinga. Et ce soir, il y a de nouvelles révélations. Vous allez suivre les nouveaux développements. J. Remingono a eu un entretien avec le chef de famille de Brian Fombo. Au-delà, il y a un des amis de Brian Fombo qui a fait un témoignage assez clair qui permet d'identifier ceux qui sont derrière l'attentat euh, qui a coûté la vie
au défunt Brian Sumbaugh. Donc voilà, je vous dis, on est 18, partagez au maximum. C'est très important de partager, les gars. Lorsque vous arrivez sur le direct, premier des choses, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est partager en direction des gens au Cameroun. Je dis, ce direct, il est exclusivement en direct de ceux qui sont sur le territoire camerounais. Nous sommes quelque part dans le littoral. Bien entendu, nous avons pris des mesures de sécurité afin que l'on ne puisse pas identifier l'endroit depuis lequel nous émettons. Première des choses. Deuxième des choses, euh, nous estimons que, en tant que voix de la dissidence au niveau du Cameroun, nous devons porter l'espoir à ces Camerounais euh, qui sont dépassés par la durée de règne du régime Biya et qui ne savent plus à quel sein se vouer. Vous allez vous rendre compte, le comportement de nos compatriotes camerounais, c'est un peu qu'ils sont dépassés. C'est, disons-le tout simplement, ils n'ont pas envie de se battre. Ils sont tellement choqués. On leur a dit que rien ne changera, que ce système, on ne peut pas le changer, que le Camerounais n'est rien et que c'est le Dieu français qui préside aux destinées des Camerounais. Je vous le dis ce soir. Si vous croyez que c'est les Français qui vont décider de votre destin, alors vous êtes un fataliste. Par contre, si vous êtes un homme épris de la liberté, alors prenez votre courage à deux mains et faites comme nous autres, libérez la parole, organisez autour de vous des petits débats de conscientisation afin de pouvoir vous faire entendre. Donc, s'il vous plaît, partagez au maximum. Nous sommes à peu près 16, je vois ici 16, quoi, à peu près une vingtaine. S'il vous plaît, partagez au maximum et surtout envoyez les cœurs pour protéger le direct. Envoyez un maxi de cœur pour que le direct ne soit pas interrompu par les sardinats. Vous savez, les sardinats, et ils sont généralement sur nos pages. Et voilà, donc je vais lire quelques commentaires. Il y a Vian Zogo qui dit que Kamto ne sera jamais président du Cameroun. Euh, Ça, c'est votre point de vue. Aussi longtemps que vous restez aussi poli, monsieur Vian Zogo, vous avez le droit de donner votre point de vue. Mais si d'envergure vous insultez les gens sur cette page, je vais vous bloquer. Donc voilà. Il y a une Camerounaise anonyme qui pose la question suivante. Les images n'apparaissent pas. Who is speaking, please? Please, I would not like to present and I would not like to introduce myself. But if you want me to tell you who I am, I will tell you that I'm a Cameroonian. And as most of the Cameroonian, I am from the church in my country. I don't want to remain, let us say, a French assimilate man. I feel myself as a Cameroonian. And please, I'm not going to give you my name because if I reveal who I am, you can be sure that tomorrow they are going to arrest me. That is why I will not give you any information that can lead to my arrestation. What I can confirm to you is that we have been emitted, we have been organized our program from anywhere in Douala. I'm a French-speaking guy, but at some of the Cameroonian, I am bilingual. That is why I can speak the both languages. Now, I'm going to start. Is there any question? Is there any question? There is no more question. Okay, I'm going to start the show. Please share at everywhere. I just confirm you to the person who is asking me
who want to know about my identity, of all share. Share with your people in Cameroon. Share with your people in Angola. Tell them that there is a voice, the voice of the liberty, who is speaking to people from Cameroon and who is located right now in Cameroon. Donc voilà, je vais commencer avec, voilà, disons-le tout simplement comme ça. Le premier point à l'ordre du direct de ce soir. Vous savez, on a intitulé ce direct, je vous ai dit, on a parlé de revue de la semaine parce qu'il y avait une actualité pas possible. Vous voyez, je n'ai pas eu vue d'ensemble sur toute cette actualité, du moins au niveau de la base de Douala, nous n'avons pas une vue d'ensemble sur toute cette actualité. C'est pourquoi on a décidé de juste analyser les points saillants de cette actualité. Donc, commençons donc par l'inauguration d'un train vieux de 40 ans. Vous savez, ce qui ne devrait pas vous choquer, c'est l'inauguration d'un vieux train de 40 ans. Ce qui doit en revanche vous choquer, c'est que M. Cabral Libi, après avoir assisté à l'inauguration d'un nouveau train, entre guillemets, parce que, en fait, vous et moi, nous le savons très bien, il ne s'agit pas d'un nouveau train. Bolloré se fout de la gueule des Camerounais. Il prend un vieux train qu'il retape. Hein? Ça dit qu'on change le moteur, on lui donne un petit nouveau look, on met de la peinture et on vient présenter aux Camerounais comme étant un nouveau train. Alors, je dis bien, ce qui est très choquant, ce n'est pas l'inauguration en elle-même, mais c'est que Cabral Libi essaie de vouloir nous dire que le Cameroun, à ce jour, n'est pas en mesure de s'offrir un train tel que celui du Sénégal parce que, justement, l'écart métrique au niveau standard est très cher. Vous vous rendez compte, le Sénégal est un pays moins nanti que le Cameroun. Malgré tout le vol qui se déroule au Cameroun, le Sénégal a des infrastructures plus modernes. Le Sénégal dispose d'un train dont, disons-le tout simplement, les caractéristiques correspondent aux standards européens. Je veux parler ici de l'écart métrique entre les rails. Je veux aussi parler de la qualité du train en lui-même. Alors, un pays comme le Sénégal qui est moins nanti, mais qui est bien géré, peut s'offrir ce type de train, mais le Cameroun ne peut pas s'offrir ce type de train parce qu'on nous dit que c'est très cher. D'après les calculs qui ont été réalisés par M. Cabral Libi, allez lire son intervention sur sa page Facebook ou alors sur Twitter. Il essaie de justifier de façon très maladroite que s'il fallait procéder à toutes ces innovations, s'il fallait reformer le rail au Cameroun, cela coûterait très cher et que le Cameroun n'est pas capable de s'offrir ce type de luxe. Mais seulement ce que M. Cabral Libi oublie, c'est que il y a 3 000 milliards qui ont été détournés pour la canne. Et lorsqu'on s'en tient au calcul effectué par M. Cabral Libi, la somme d'argent nécessaire à la standardisation des chemins de fer au Cameroun est en deçà des 3 000 milliards qui ont été détournés dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc je veux dire, Cabral Libi, c'est un gâchis. C'est un vrai gâchis. C'est Cabral Libi qui, aujourd'hui, justifie
la concrété du régime. C'est Cabral Libi qui est devenu l'avocat défenseur du régime. C'est Cabral Libi qui pense pouvoir se moquer de la gueule des Camerounais. Et vous savez, ce qui est quand même assez formidable avec Cabral Libi, c'est que lorsque vous critiquez de façon très objective son point de vue, parce qu'il faut le dire très bien, M. Ndoubeddine a fait une critique très objective des propos ou alors des écrits de Cabral Libi. Cabral Libi lui traite ceux qui le critiquent avec beaucoup de mépris. Vous vous rendez compte? Quelqu'un dont tout le peuple du Cameroun s'est cotisé pour lui offrir une caution pendant l'élection présidentielle 2018. Traite le peuple camerounais avec condescendance. Parce qu'on a osé critiquer ses points de vue quand même assez bizarres par rapport à sa présence lors de l'inauguration d'un train vieux de 40 ans. Ou alors vieux de 60 ans. Parce que vous allez voir que la configuration du wagon dans lequel Cabral Libi est assis n'est pas différente de la configuration du wagon à l'époque où Amadou Ahidjo inaugure la ligne entre Yaoundé et Douala. Pire encore, on est choqué de savoir que pour une ligne de 250 km, Cabral Libi essaie de nous dire que faire 250 km en 6 heures, c'est moderne. Je suis désolé, monsieur Cabral Libi. La critique de ce jour par rapport à l'inauguration d'un train vieux de 40 ans s'adresse à Cabral Libi. Monsieur le leader du PCRN, vous avez le droit de vous rendre à cette inauguration. Vous êtes libre d'avoir les positions que vous avez, mais n'essayez pas de prendre les Camerounais pour des crétins. Je dis, c'est la moindre des choses. À défaut de devoir justifier l'injustifiable, vous pouvez vous taire. Parce que le choix de se taire aussi, c'est une belle option, surtout lorsque la critique est justifiée. On ne peut pas aller peinturer un train de 70 ans, venir le remettre en route, prendre des vieux wagons, les peinturer également, les remettre en route, et vous présenter ça comme un train moderne, et vous dire à vous, M. Cabral Libi, que vous devez vendre ça aux Camerounais comme étant un train moderne. Les Camerounais ne sont pas des crétins. Donc voilà la vérité. S'il vous plaît, partagez au maximum. Nous sommes 33, nous sommes 31. Nous disons des vérités. Ça, c'est le coup de gueule en introduction. Partagez au maximum les 31 personnes qui sont sur le direct. S'il vous plaît, un petit tour. Partagez en direction des personnes qui sont au Cameroun. Nous voulons que ces personnes comprennent que il est temps de se réveiller. Nous n'avons plus le droit de nous laisser faire. Il y a d'autres qui pensent qu'après Biya, ce sera Biya. C'est bien que Franck Biya prenne le pouvoir. On va tout détruire au Cameroun. On va détruire complètement et reconstruire à zéro. Donc voilà. Donc ceci étant, c'est ce que j'avais à dire, c'est ce que la base de Douala avait à dire par rapport à ce premier point sur l'inauguration d'un train vieux de 40 ans. Hein? Inauguration à grande pompe, hein, organisée par Cabral Libi et ses affiliés. Je vais continuer avec le deuxième point à l'ordre du jour de la revue de la semaine, parce que c'est comme ça qu'on a intitulé le live de ce soir. Et ce deuxième point, c'est les combattants anglophones de la liberté. Je vais vous dire une chose. Nous méritons de dire certaines choses telles qu'elles sont. Les anglophones, les Amba Boys, tels qu'on les appelle, sont des combattants de la liberté. Ils se battent contre le système néocolonialiste français et ses valets qui sont incarnés par des leaders de pacotille tels que Mathias Eric Ouonangini,
et tout le reste. Les Massanga Nyamding et même Cabral Libi. Parce que le même Cabral Libi est devenu l'avocat défenseur des Français au Cameroun. On reviendra dessus. Pour le moment, je voudrais qu'on parle de ces combattants de la liberté, de ces combattants anglophones de la liberté, de ces gars qui se battent contre une armée manipulée par le système français. Vous devez comprendre une chose. Monsieur Macron ne se bat pas pour la population française. Parce qu'il faut faire la différence. Macron représente le système économique français. Et le système économique français, c'est les grandes familles françaises de l'industrie. Macron travaille pour cela. C'est les industriels français qui fixent la feuille de route de Macron. Vous voyez toute la mise en scène au Tchad. Macron va exécuter les ordres des industriels français. Vous devez donc faire la différence entre le peuple français et le gouvernement français. Nous ne détestons pas le peuple français. Les Camerounais dans leur ensemble ne détestent pas le peuple français. Les Camerounais dans leur ensemble détestent le gouvernement français parce que ce gouvernement s'en fout des conditions de vie des Camerounais. Parce que ce gouvernement vise à maintenir les Camerounais dans l'esclavage. C'est pour cela que nous allons combattre le gouvernement français. Puisque ce gouvernement français est l'incarnation des institutions françaises, alors nous sommes forcément contre la France. Je dis nous sommes contre la France et non contre le peuple français. Il faut différencier, c'est très important. Donc je le dis encore, les combattants anglophones qui se battent dans les forêts du Lébialem, Phil Marshall, qui s'est spécialisé dans la pose des objets, des bombes improvisées, des engins improvisés, explosifs, c'est un héros de la résistance africaine. C'est un grand panafricaniste qui mérite le respect du peuple camerounais. La liberté du peuple camerounais commence dans les zones anglophones. Dans les zones anglophones, on est en train de se battre pour se libérer du système néocolonialiste français mis en place depuis pratiquement 70 ans. Nous avons l'obligation de soutenir ces combattants de la liberté anglophone. C'est des panafricanistes. Ils combattent le système mis en place par les néocolonialistes français. C'est pourquoi ils méritent notre respect. C'est pourquoi ils méritent notre soutien. Quand on voit ce qui s'est passé au Tchad, on est obligé de dire que les Ambaboy sont des gars de principe. Au plus tard, avec les morts recensés, ces 3 derniers jours, ces 4 derniers jours dans les rangs de l'armée camerounaise, les Français ont compris que la partie occidentale du Cameroun, ce qu'on appelle le Southern Cameroonian, ne sera plus jamais sous la domination du système néocolonialiste français. Et les Français n'ont pas compris quelque chose. C'est que, en soutenant ces dictatures, ils se sont rendus tellement impopulaires. Et l'erreur, c'est de refuser de se repenser. Refuser de se repenser, ça veut dire que quoi? C'est qu'à un moment, lorsque vous vous rendez quand même compte que bon, le système que vous avez mis en place est assez impopulaire, même si ce système vous permet de gagner de l'argent, mais vous vous rendez compte que vous êtes en train de perdre partout. Hein? Je peux vous dire une chose, la Centrafrique s'est déjà éloignée. Hein? Et désormais, le nouveau président centrafricain, lui, réfléchit à la façon de créer sa propre monnaie et de sortir de la zone franc CFA. Parce que c'est assez évident que pendant tout ce temps, la Centrafrique a été dans le giron français et les Centrafricains sont plus pauvres.
que lors de l'année où ils ont assisté à l'indépendance. À un moment, on se dit non. Mais pourquoi toujours avoir comme partenaire privilégié la France alors que de jour en jour, on ne fait que descendre? À un moment, nous devons penser à changer de fusil d'épaule et à voir dans quelle mesure on peut passer d'une coopération bilatérale à une coopération multilatérale avec un pays comme la Russie. C'est vrai que les Russes qui arrivent en Centrafrique, ce ne sont pas des naïfs. Hein, ce ne sont pas des gens qui viennent là parce que voilà, euh, ils veulent tout simplement du bien. Ce n'est pas des altruistes. Bien entendu, ils ont un agenda. Ils veulent aussi profiter des richesses centrafricaines. Maintenant, c'est au peuple centrafricain de gérer tout cela, d'être plus intelligent, d'apprendre de leur erreur du passé, afin de pouvoir tirer profit de cette coopération russo-centrafricaine. Donc je le dis encore, les anglophones, les combattants anglophones sont des combattants de la lutte anti-néocolonialiste. La liberté du Cameroun est en train de se jouer dans les zones anglophones. Et je tire mon chapeau, j'enlève mon chapeau devant les combattants anglophones qui massacrent les suppôts du système néocolonialiste français. Je dis, nous avons l'obligation de soutenir ces gars. Le combat anglophone, c'est le combat de toute l'Afrique. Le combat anglophone, c'est le combat de toute l'Afrique dite francophone. Parce que si après 60 ans d'indépendance, le Cameroun se retrouve là où il est, la France a sa part de responsabilité. Contrairement à ce que M. Cabral Liby pense, la France est bel et bien impliquée dans la dégénérescence du système économique au Cameroun. Un grand pan de l'économie camerounaise, c'est entre les mains des Français. Bolloré, à lui tout seul, a récupéré les chemins de fer. M. Cabral Liby, qui a eu le courage d'aller s'asseoir avec ses maigres fesses rachitiques, peut se rendre compte que le train dans lequel il était assis est le même train qu'en 1970. Qu'en 1970, bien dans les années 69, quand Amadou Ahidjo inaugure la ligne entre Yaoundé et Douala. Et alors, face à ce type de justification loufou, vouloir jouer le même rôle que celui que vous appelez ce gros-là, ce gros plein de soupe là, vous l'appelez le ministre, le sinistre déréglé, chargé de l'injustice, Monsieur Momo Jean de Dieu. Cabral fait pitié. Je le dis encore, ce soir, tous mes respects à ces combattants anglophones de la liberté, tous mes respects à ces jeunes anglophones qui sacrifient leur vie, qui ont préféré vivre dans les forêts du Libye, dans des conditions d'insalubrité, pour se battre pour ce qui apparaît être juste à leurs yeux, être juste à leur côte, à savoir la séparation de leur parti du Cameroun francophone. Je vous dis, la liberté du Cameroun se joue dans ces zones anglophones-là. La victoire des combattants anglophones, qui désormais est inéluctable, aura forcément des répercussions dans la zone francophone. Les anglophones du sud-ouest et du nord-ouest ont des raisons d'être fiers de ces combattants qui ont pris des armes contre les suppôts du système néocolonialiste mis en place par les Français. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. C'était un hommage que je voulais rendre. C'était un hommage que la brigade anti-Sardina de Douala voulait rendre à ces combattants anglophones de la liberté. Ce sont nos frères et nous comprenons le sens de leur lutte. Je vais passer à un autre thème.
celui des radios et télévisions de la propagande française. Vous savez, les deux thèmes vont de pair. Vous avez pu vous rendre compte sur France 24, sur Radio France Internationale et sur Radio France Inter, les différentes radios, les différentes chaînes de radio et chaînes de télévision françaises. On parle de Kaka Déby, le valet français, on le présente comme le président du Tchad. Il a été élu par qui au Tchad? Il n'a été élu par personne. Même son père qui a été élu par le passé était un président imposé par la France. Lui-même, il a dit en conférence de presse plusieurs fois qu'il a voulu se retirer du pouvoir, mais à chaque fois, la France a voulu le maintenir parce que justement, il était quelqu'un de très malléable. Il était une bonne marionnette au monde des Français. Donc, voilà, je le dis encore, à partir de ce jour, boycotter les radios et les télévisions françaises, ça ne sert à rien de les avoir comme source d'information. D'ailleurs, j'ai bloqué toutes ces bêtises-là, quoi. Vous voyez un peu. Désormais, nous avons les réseaux sociaux. Nous allons rechercher nos informations dans les réseaux sociaux. Nous allons les recouper. Nous allons les vérifier. Et c'est à partir des réseaux sociaux que nous allons nous informer. Mais je dis tout simplement que faites attention. Parce que lorsque je déclare cela, les services de renseignement français qui suivent certainement ce que je suis en train de dire actuellement, iront dans les réseaux sociaux multiplier des fake news pour embrouiller le peuple de la résistance du Cameroun. C'est pourquoi je vous demande de faire preuve de beaucoup de discernement. S'il vous plaît, soyez très vigilants. Recoupez l'information 5 fois, 6 fois à travers différentes sources avant de vous faire votre propre idée. Radio France Internationale, ça ne sert à rien, c'est une radio de propagande. À une certaine époque, on nous a dit que c'était une radio de gauche, mais vous et moi, on a pu se rendre compte que c'était une radio qui s'est droitisée. Lorsque ces radios supportent, par exemple, la mise en veille de la Constitution au Tchad, ce n'est pas une radio de liberté, c'est une radio de propagande. C'est une radio qui est au service du régime français. C'est une radio, je vais le dire, de fasciste. C'est une radio de domination culturelle qui est là pour imposer la volonté de la France auprès des populations africaines. Donc, s'il vous plaît, ne suivez plus jamais ces radios de propagande. Si possible, déconnectez-vous, passez au sein des conseils de famille, boycottez ces radios-là. Sur ces chaînes de télévision et radios françaises, il n'y a aucune objectivité. Ils sont inféodés au système en place. Lorsque vous voyez TF1, TF1 c'est qui? C'est Bolloré. Bolloré qui exploite justement les chemins de fer au Cameroun. Bolloré qui a la Soca Palme. Donc c'est tout un système. Ce que vous mangez, c'est Bolloré qui vous l'impose. Quand vous voyagez, c'est Bolloré qui vous l'impose. Sa chaîne de télévision distille des fake news afin de vous maintenir bête au Cameroun. Donc, déconnectez-vous. TF1, enlevez ça de votre bouquet. Recherchez les vraies radios panafricanistes. Pas Africa Media. Tout c'est de la bêtise. Vous savez ce que je veux dire. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il est assez clair que les radios et les télévisions françaises, c'est des vecteurs de la propagande du système français. C'est des vecteurs de la propagande du système pervers néocolonialiste mis en place par les financiers français afin de réduire les Africains, afin de maintenir les Africains dans l'esclavage. Nous devons faire attention. Aujourd'hui au Cameroun, on a Equinox qui a une ligne éditoriale très claire. Elle est neutre. Prions Dieu que Equinox reste telle qu'elle est. Parce que vous savez, généralement, ces Sardina, on a vu dans le cas, par exemple, de Pius Njawé. Après la mort de Pius Njawé, ils ont tout fait pour, disons, détruire le journal de l'intérieur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au sein de la famille Njawé, ils se prennent la tête entre eux. Les enfants de Njawé se prennent la tête entre eux. Ils sont manipulés désormais par les membres du régime. Donc, disons merci à Dieu parce qu'au Cameroun encore, nous avons ce qu'on appelle Equinox. Et Equinox reste très objectif. Equinox ne se laisse pas manipuler. Je dis donc,
Nos sources de référence désormais au Cameroun, c'est Radio Equinox ou bien TV Equinox et toutes ces radios qui se battent pour une information de qualité, une information objective, une information qui n'est pas orientée pour détruire quelqu'un. Vous voyez un peu. Donc je dis, ce soir, à partir de ce soir, ne suivez plus RFI. RFI, ça ne sert à rien. Les anglophones disent garbage. Je dirais, RFI, c'est vraiment de la poubelle. Hein. C'est de la vraie poubelle. Ça ne sert à rien de suivre cette radio. Donc, voilà. Sachons garder raison et orientons-nous vers les chaînes de radio et de télévision panafricanistes. Vous comprenez un peu. C'est-à-dire qu'il y en a. Il y a des journalistes à Equinox, il y a des journalistes à Equinox TV ou Equinox Radio, Balafon, tous ces radios-là. C'est là où nous allons chercher nos sources d'information. La CRTV, vous savez, la CRTV, ça ne sert à rien. La CRTV, c'est un peu un prolongement de Radio France Internationale. Mais dans le négatif, dans le sens plus négatif, dans le sens plus péjoratif du terme. La CRTV ne sert à rien. La CRTV, c'est trash, comme on dit en anglais. Voilà. Je passe à l'autre point. Le point, c'est, vous savez, ce qui a encore marqué l'actualité, c'est juste l'attitude de Pendai Coka, le président Pendai Coka. Je vais vous dire une chose. Moi, je ne doute pas du fait que Pendai Coka, c'est quelqu'un qui se bat pour la liberté. Bon. Et il faut aussi avouer que les prises de position au sein du MLC contre Pendai Coka ont été par le passé dures. Et après la réaction de Pendai Coka par rapport à l'actualité de ces derniers jours, on a été quand même, je veux dire, Pendai Coka peut avoir le point de vue qu'il a. Il faut respecter ce point de vue. Maintenant, il faut être courtois dans les échanges. Je veux dire, la résistance ne doit pas se transformer en un chantre de la pensée unique, tel que ça a été le cas pendant longtemps dans le RDPC. Ceux qui s'en prennent à Pendai Coka au point de l'insulter, au point de le traiter de tous les noms, moi je ne suis pas d'accord avec. Nous, au niveau de la base de Douala, nous ne sommes pas d'accord avec. Bon, maintenant, ce qu'il faut dire, et ce qui est quand même assez clair, c'est que l'expertise, c'est une démonstration scientifique. Dans le cas de l'opération Survival, nous avons eu 4 expertises. Et pour tout juriste, on vous dira que c'est un processus normal. Lorsqu'il y a une première expertise qui apparaît, si vous êtes dans un différend devant les tribunaux, généralement, il y aura une première expertise qui sera faite. Si l'une des parties est contre la première expertise, elle a le droit de s'opposer à cette première expertise et demander qu'une seconde expertise soit faite dans le cas. Bon. Dans le cas de l'opération Survival, il y a eu cette première expertise qui a estimé que voilà le déficit entre les sommes affichées à la jauge de l'opération Survival et les sommes contenues dans les faits, dans les caisses de l'opération Survival, pourraient penser, ils n'ont pas dit pourraient penser, ils ont dit qu'il s'agissait d'un détournement. Mais cependant, lisez bien le rapport de ABC. ABCD. ABCD dit bien que eux, ils ne disposent pas d'outils Internet. Ils n'ont pas de spécialistes dans le domaine de l'Internet, dans le domaine de l'IT, qui pourraient leur permettre d'expertiser le site. Ils l'ont bien avoué. Et là maintenant, dès le moment où, même dans le premier rapport, qui sert de base
pour l'appréciation de Pindé Koka, il y a déjà ces réserves. À partir du moment où il y a déjà ces réserves qui sont émises à l'intérieur, je crois que M. Christian Pindé Koka devrait réfléchir. Parce que moi, je vous le disais, nous, au niveau de la base de données, dans tous les cas, on a lu complètement, on a lu complètement ce rapport. Ce rapport dit de façon claire qu'il y a, il pourrait avoir, ou bien il y a eu détournement. Ils disent qu'il y a eu détournement, mais cependant, nous ne sommes pas capables, du point de vue technique, d'expertiser le fonctionnement du système du site. Et c'est pourquoi ils préconisent même, le premier rapport préconise, que des sociétés spécialisées dans le domaine de l'IT puissent faire une expertise même du site. Et donc, c'est pourquoi le professeur Maurice Kamto a décidé de confier l'expertise à 3 sociétés différentes, 2 basées en Inde et une basée en Hollande. C'est comme ça que ça se fait. Afin d'avoir les résultats de ces 3 sociétés et de se faire son propre point de vue par rapport à la différence entre les sommes affichées à la jauge de l'opération survivale et les sommes encaissées par la commission au sein du MRC qui était chargée de recevoir ces dons-là. Donc, lorsque les trois expertises arrivent et disent que non, en fait, il y a eu un bug et que le bug s'explique par le fait que le système de conversion n'a pas bien fonctionné et que le système de conversion a complètement échoué, alors on doit accepter cela. Moi, là où je n'ai pas bien compris l'attitude de Pindé Koka, c'est de dire qu'il croit qu'il ne s'agit pas d'un bug. Non, il ne doit pas croire. Hein? Les 3 expertises, c'est une démonstration, c'est des démonstrations scientifiques. Il s'agit ici de l'objectivité scientifique qui met en exergue qu'il n'y a pas eu détournement, mais qu'il y a plutôt eu un système de conversion qui n'a pas marché. En ce moment, un monsieur comme M. Pindé Koka, une grande personnalité comme M. Pindé Koka, un homme aussi rationnel, devrait opposer des arguments rationnels et non nous dire qu'il croit. Je veux dire, il y a 3 cabinets. Disons au total, il y a eu 4 cabinets d'expertise. Donc on est dans une situation de 3 buts à 1. Il y a un premier cabinet qui dit il y a eu détournement. Mais cependant dit, nous ne disposons pas, nous ne sommes pas assez outillés pour faire l'expertise du point de vue IT, du point de vue Internet Technology. C'est pourquoi il est préférable que l'on demande à ce que le site soit expertisé par des sociétés disposant des connaissances scientifiques dans le domaine des IT, afin que la vérité puisse se manifester. Et donc, dès lors que le professeur Maurice Kamto a reçu ce rapport, il a estimé qu'il fallait maintenant confier ça à un cabinet d'expertise IT. C'est pour cela qu'il a demandé, il a sollicité 2 sociétés indiennes. Vous devez le savoir. En matière de IT, les Indiens, les Chinois, ils sont très en avance dans ces domaines de IT, de l'Internet technologie, surtout les Indiens. Et donc, le professeur Maurice Kamto va confier ça à 2 cabinets différents, indiens et un cabinet hollandais, qui vont conclure tous que non, il y a eu un bug, après avoir examiné les données. Puisque ces données sont encore disponibles. Et donc, moi, je me serais attendu à ce que M. Pindé Koka nous oppose un point de vue divergent, s'appuyant sur des faits factuels, sur des faits objectifs, et non dit il croit. Non. Face à une démonstration scientifique, tu ne crois pas. Face à une démonstration scientifique, on apporte une contre-démonstration scientifique. Donc c'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas en vouloir à M. Pindé Koka. Il peut se tromper aussi. Hein. Nous sommes tous des êtres humains. Nous faisons tous des erreurs. Et
voilà, il faut accepter qu'il peut avoir un point de vue différent de, du reste du monde. Hein. Je le dis encore, nous au niveau de la base, nous on n'a pas trop apprécié l'attitude des hauts cadres du MLC qui ont parfois tiré à boulet rouge sur Pindey Koka. Je veux dire, sachant conserver raison et ne pas tirer en dessous de la ceinture. Nous devons rester polis, nous devons rester courtois dans les échanges. Il va tout simplement falloir que le débat contradictoire continue à être le centre de l'opposition au régime. Si Pindey Koka n'est pas d'accord, on ne va pas le traiter de tous les noms d'oiseaux. Non. On va lui opposer une objection polie, basée sur des faits objectifs, basée sur la science et non tirée en dessous de la ceinture. Donc, ceci étant, M. Pindey Koka n'a pas honte à donner son point de vue. Nous tous nous apprenons de nos erreurs. Nul n'est parfait. Jusqu'ici, M. Pindey Koka, à mon sens, n'a pas commis de faute. Il a juste exprimé son opinion. Et nous devons respecter ça. Nous devons lui opposer des arguments objectifs et non l'insulter ou le dénigrer. Non, pas de dénigrement à l'endroit de M. Pindey Koka. Voilà ce qu'il fallait dire par rapport à la situation au sorti de cette expertise sur les comptes de l'opération suivie. Dans tous les cas, moi, je suis prêt à recotiser. Je le dis du fond du cœur. J'ai lu l'expertise qui a été faite par les cabinets spécialisés et moi je suis définitivement convaincu que vraiment il n'y a pas eu une espèce de magouille, tout est propre et moi dès que l'occasion se présente, si on me demande de cotiser une nouvelle fois, je vais le refaire. Hein. Moi, je vais courir pour le faire. Surtout que je sais que mon argent a servi à sauver la vie de beaucoup de Camerounais. Alors moi, je suis prêt à le faire. Moi, je n'ai aucun regret. Donc, voilà. Maintenant, on passe au dernier point à l'ordre du direct de ce soir. Et ce dernier point, c'est les nouvelles révélations dans l'assassinat de Brian Fombaugh. Vous voyez, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est que l'affaire Brian Fombaugh, Brian Fombaugh, c'est un jeune Camerounais qui a été assassiné dans des circonstances quand même assez incroyables. Et en fait, tout est parti d'une vidéo de sextape. Et Brian Fombaugh sera malheureusement assassiné après avoir été attiré dans un guet-apens par sa maîtresse qui se nomme Ivana Isomba. Pour ceux d'entre vous qui ont suivi le direct de Ivana Isomba après l'assassinat de Brian Fombaugh, ils ont été surtout marqués par quelque chose, le détachement de Ivana Isomba qui se moquait carrément de la mort de Brian Fombaugh. Parce qu'il faut l'avouer, c'est la dernière personne qui a vu Brian Fombaugh vivant. Et c'est elle qui convoque Brian Fombaugh au niveau du quartier Omnisport. Et c'est elle qui demande à Brian Fombaugh de venir tout seul. Et après, Brian Fombaugh sera massacré devant ses yeux. Et Ivana Isomba
on ne l'a même pas touché. Parce que je veux dire, euh, pour des gens qui sont venus pour agresser, hein, lorsqu'on vole Brian Fombo, on ne touche à rien. Alors que Ivana Essomba était en possession d'un téléphone, d'un smartphone qui coûte environ 1 million de francs CFA. Donc, ceci dit, euh, il y a eu de nouvelles révélations ce soir. Et vous pouvez me croire, ces révélations, c'est de la bombe, c'est de la dynamite. Bon, donc, vous allez me permettre de retrouver ces révélations. Euh, c'est qu'il faut déjà d'abord fixer cela parce que c'est des éléments qu'on a un peu, ils passent dans le smartphone. Il faut déjà pouvoir retrouver cela. Je vais vous laisser avec une musique du général Valsero, avec un son du général Valsero, le temps de préparer l'élément, quoi. Donc voilà, s'il vous plaît, euh, je vous laisse avec le son de Valsero, le président est mort. Donc, écoutez-le et pendant ce temps, nous, on va fixer l'élément et on va vous balancer ça après. Soyez sur les nouvelles révélations qui sont apparues par rapport au cas Fombor. Ça vaut la peine d'écouter ce qui est dit à propos. C'est très, très dur. C'est très, très fort. Donc, je vous laisse pour un instant avec Valsero. Enfin que. Ah ouais. Helfen kann, so lecker sein. Alpro, gut gemacht. Voilà, merci d'avoir attendu. Nous avons désormais les éléments. Et s'il vous plaît, on va commencer d'abord par le témoignage de l'ami de Brian Fombor. Je tiens à vous rappeler que ce témoignage a été fait lors d'une interview réalisée par le grand activiste et journaliste des droits de l'homme, J. Rémy Ngonon. Et donc, je vous prie de suivre. C'est un témoignage quand même assez clair qui permet de situer les responsabilités la mort de, dans la mort de, Affaire. dans la mort de Brian Fombo. Voilà. Euh, Maintenant, je mets, et s'il vous plaît, restez concentrés, c'est très poignant ce témoignage. Il y a beaucoup de zones d'ombre qui sont éclaircies. Et ça a le mérite euh, d'apporter de la lumière dans ce crime commis, comme je l'ai dit, pour une raison. Le motif du crime, c'est une sextape. Voilà. Suivez. Brian Fombor, jusqu'à présent, nous sommes toujours sur des pistes pour essayer de comprendre cet assassinat d'une cruauté indescriptible qui s'est déroulé à Yaoundé et dont les autorités camerounaises et particulièrement la justice tentent d'étouffer le dossier. Face à certains éléments du dossier qui sont portés disparus, les témoins clés de cette affaire ont également senti que leur vie était menacée et ont cherché à se réfugier. À la trace de la vérité, nous avons donc pu retrouver au moins un d'entre eux qui a accepté de témoigner. Pour les besoins de sécurité, nous n'allons pas donner son nom et le lieu où il se trouve en ce moment. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, mon grand frère, je suis pas arrivé maintenant. Alors, vous connaissiez Brian Fombor comment et depuis combien de temps?
vous, je connais Brian depuis environ 5 ans. Lui et moi, nous avons partagé beaucoup de choses. On était très proches. Donc, je n'en dirai pas plus, mais c'était vraiment un ami, un véritable ami. Et nous nous connaissons, ça fait environ 5 ans. Étiez-vous au courant de sa relation avec Ivana et Somba? Effectivement, j'étais au courant de sa relation avec Ivana et Somba. Il m'avait fait part de cette relation. Je lui ai dit, je lui ai donné mon point de vue. Je lui ai dit, moi, je n'étais pas d'accord avec la relation. Mais bon, vous voyez, c'était un adulte. Et c'est quelqu'un dont vous faites pas un adulte vous fait part de sa relation avec une femme. C'est lui qui a le dernier. C'est lui qui a le dernier mot. Donc moi, je lui ai donné mon point de vue. Je ne voyais pas très bien cette relation parce que c'est une femme à qui tout le monde disait qu'elle n'a pas parce que son entourage n'est pas bon. Donc moi, je lui ai fait savoir directement que non. La relation, moi je ne voulais pas de cette relation, mais bon, il m'a pas écouté, il a fait son choix. 2 jours avant sa mort, vous vous êtes rencontrés. C'était où et qu'est-ce qu'il vous a révélé? Oui, 2 jours avant sa mort, on s'est retrouvés. 2 jours avant sa mort, il m'a appelé. On s'est retrouvés à Pastos à Espresso. Expresso, c'est quoi? Espresso, c'est un restaurant à Yaoundé qui se situe en face, c'est le Black. Oui. Le Black. Et le Black and White, le Bastos. Donc c'est ça en face. On s'est retrouvés là, nous avons discuté, on a parlé. Et il m'a fait des révélations pour moi qui étaient très graves. Il m'a dit j'ai une vidéo que je voudrais te montrer, mais comme c'est toujours le genre de personne qui est toujours en train de me réprimander parce que lui m'appelait toujours Toussaint. Parce que c'est son petit nom qui m'avait donné Toussaint. Donc je vais vous montrer que je suis Toussaint. Je vais vous montrer que je suis quelqu'un de trop clair. Donc je vais te montrer une vidéo, mais je ne veux pas que tu fasses un commentaire dessus. Je te montre sur la vidéo. Après il me dit, bah, te connaissant même, je vais te montrer la vidéo. Donc nous allons continuer à discuter, fumer la session, discuter. Et après, elle sort son téléphone. On montre la vidéo, il me dit, bon, je vais te montrer la vidéo parce que tu es un ami. Je sors la vidéo. Dans la vidéo, je vois le directeur de Vision Car dans la vidéo. Le directeur ou le PDG? Parce qu'il y a le directeur c'était Jean-Jacques Zé et puis le PDG c'est M. Amour Belinga. Vous avez vu qui dans la vidéo? Désolé, je ne sais pas si c'était. Je dis le PDG. Le PDG de Vision Car et M. Laurent Esso. Et avec la fille, le PDG de Vision 4, lui, il était debout avec un terminal bleu et un gourde à main. Et M. Laurent Esso, lui, il était complètement nu. Oui. Il était complètement nu sur la vidéo et leur femme était allongée sur le lit. Avec complètement nu en fait. C'était qui cette femme? C'était Ivana et Somba. Donc, dès que j'ai vu la vidéo, je prends le téléphone, je vraiment envoyé un demande que toi tu fais comment pour faire une vidéo. Tu me dis
carrément, quoi. Maintenant, un jour, il voulait passer un coup de fil, et il n'avait pas de dignité. Il a pris le téléphone de sa copine, passé un coup de fil, et il est tombé sur cette vidéo, donc il a transféré la vidéo dans son téléphone. Transféré la vidéo dans son téléphone. Il a gardé la vidéo et il a fait parvenir le cul de droit. La vidéo. Et c'est ce jour qui m'a ouvert qu'il a même déjà pris l'argent de cette vidéo. Il m'a dit, mais l'argent, ça peut combien? Il dit que non. Il a reçu 30 millions et puis dans 2 jours, il aurait un autre décaissement. Il dit, non, enfin, il faut faire attention parce que tu sais, c'est des gens qui sont capables de tout. Il me dit, non, t'inquiète, rien ne peut m'arriver, ça va aller. Donc, il met la main dans sa poche, puis il sort 650 000. Il me donne, il me dit, moi, je te fais signe quand je fais le prochain décaissement. Il dit, ok, tu as mon numéro et puis on reste en contact. J'ai pris mon taxi, je suis rentré chez moi. Dans la vidéo, elle a été tournée où à peu près, qu'est-ce que vous avez remarqué? C'était un hôtel, c'était un bureau, c'était dans un bosquet, c'était où? Dans la vidéo en elle-même, je crois pas que c'était dans un hôtel, je crois bien que c'était dans un... Juste pour préciser que, voilà, cette interview, c'est l'ami de Brian Fombo qui explique les circonstances de l'assassinat de Brian Fombo. Il parle d'une vidéo dans laquelle on a Amougou Beninga qui est en possession d'un goat. Le goat, c'est quoi? Le goat, c'est un sextoy. Un sextoy, vous savez ce que c'est qu'un sextoy? C'est un sextoy pour femmes. Et donc, il paraît que dans le jeu d'amour qu'ils sont en train de faire, vous avez Ivana Isomba, vous avez Laurent Isso, et vous avez Amougou Belinga. C'est lui qui a dans le sextoy, le go de Michel. Et il y a Laurent Isso qui est à côté. Donc, suivez très bien. C'est très intéressant parce que c'est un témoignage de première main. C'est un ami, dirait, de Brian Fombo qui témoigne, quoi. Donc, voilà. On continue. Écoutez, on continue avec le témoignage. Oui, c'est un peu résident en fait, parce que je crois pas que c'était dans un hôtel, mais je crois que c'était dans un appartement, mais plus dans une simple résidence. C'est là où c'est déroulé la vidéo. Et lorsque vous vous séparez, bien sûr que Brian devrait avoir un rendez-vous. Hallo ihr da draußen, wir haben tausende Einrichtungsideen und unsere über 50.000 Quadratmeter sind für euch geöffnet. Avec certainement Ivana et Somba. Est-ce qu'il vous en a parlé? Est-ce que vous vous êtes revus? Non, on ne s'est plus revus parce que, comme je vous disais, on s'est vu 2 jours avant la mort. Donc, il me disait qu'il va faire le prochain décaissement dans 2 jours. J'ai fait le prochain décaissement dans 2 jours. Et quand je fais le décaissement, je t'appelle, on va faire la fête, on va aller aux Tunis, à Bastos. Où? Aux Twins? Oui, aux Tunis. Et il dit, ok, il n'y a pas de souci. Et puis, moi, je t'attends, mon frère. Donc, il n'y a pas de souci. Fais-moi signe quand tu es là. Bref, fais-moi signe quand tu veux, parce qu'il me faisait toujours signe quand il pouvait. Donc, la veille, donc, je
de son décaissement, il était avec un ami en commun, en réformé, et puis son téléphone a sonné, il parlait avec quelqu'un au téléphone, il s'est levé. Et quand il est revenu cette fois, mon ami, l'ami en question lui a posé la question de savoir, là tu parles avec qui, il disait, moi je parle avec Ivana, j'ai un endroit avec elle en soirée, donc il n'est pas entré dans les détails. Il a dit qu'il avait rendez-vous avec elle en soirée. Oui. Et il se trouvait où, au moment où Ivana l'appelle? Il était à Bastos. À Bastos. Je ne connais pas, je ne maîtrise pas mais il était à Bastos. Il a demandé l'heure du rendez-vous pour aller récupérer, pour aller faire se récupérer c'est le deuxième décaissement comme le même il a si bien dit. Et le deuxième décaissement, ça devait se passer entre les mains de qui? C'était entre les mains du ministre Laurent Esso, Amogo Belinga, ou bien Ivana, ou une personne interposée? C'était comment? Le décaissement devait se faire avec Ivana, en fait. C'est Ivana qui devait donner le décaissement, donner le deuxième décaissement au gars. À Brian? Brian, c'est elle qui jouait ce relais-là. Et avant ça, il avait déjà reçu les menaces il recevait des menaces où on lui disait, où monsieur Jean-Pierre Mboubelinga lui disait de laisser s'en fiancer. Mais bon, il n'a pas. Les menaces, c'était pas une fois ce soir. Et pourquoi ne laissait pas Ivana quand Amogo Belinga l'appelait pour le menacer? Je ne sais pas Ivana parce que Ivana c'est une manipulatrice, donc elle mettait en confiance avec Amogo Belinga. Il n'y a rien, c'est juste quelqu'un qui est là pour. C'est comment dire le mot, donc c'est lui qui paie les factures et c'est toi ma chérie, c'est toi que j'aime. Non, t'inquiète pas, il n'y aura rien de faire et puis c'est moi ton chéri, donc avec toujours ces petits paramètres-là pour essayer de le mettre en confiance. Bon, c'est que c'est quelqu'un comme chéri. Et bien sûr que on a vu Ivana qui est partie se marier avec Bruno Bidjan, c'est un mariage traditionnel. Et pourtant, selon les enquêtes que nous avons menées, il semble qu'il y avait bien deux vidéos. C'est quoi là? Pourquoi est-ce que vous ne nous parlez pas de la deuxième vidéo? L'avez-vous vu, la deuxième vidéo? Mais la deuxième vidéo, je l'ai vue, je vous disais. Ce monsieur de Bruno Bidjan, oui, c'était un homosexuel tout fait. Donc, vous savez, je suis pas remis. Les gens se permettent de faire n'importe quoi parce que peut-être ils ont des soutiens, ou c'est parce qu'ils pensent qu'ils sont intouchables. Monsieur de Bruno Bidjan. Bruno Bidjan, il sort d'où? Il sort de nulle part. Et qui me connaît? C'est faux. Brian, c'était quelqu'un de la jet set. Si jamais dans une soirée, nous, on a vu ce genre de personne, c'est Bruno Bidjan.
regardez, est-ce que quand vous regardez Bruno Bidjan, quand vous le regardez, est-ce qu'il peut faire la cour à Ivana Isumba? C'est des jours à l'année, il ne peut pas. C'est pas sa catégorie. Quand vous regardez Brian, c'était quelqu'un qui avait du style. C'était un bel homme. Brian, c'était quelqu'un qui avait les métiers d'accompagnement, comme on dit. C'était quelqu'un de populaire. Quand je dis populaire, c'est plus. Bon, peut-être pas comme vous, peut-être vous êtes journaliste, mais bref, dans le milieu de la 27. Donc, quand vous voyez un monsieur comme Bruno Bidjan et Bané Soba, ce n'est qu'une mise en scène, même si on a la myopie, on se rend compte difficile rapidement que c'est une mise en scène. Posez-vous la question de savoir pourquoi quand Brian vivait, Bruno Bidjan ne sortait pas avec Ivana. C'est quand il a décidé que leur relation est née. Que leur soi-disant relation est née. Oui, parce que lorsqu'on veut épouser une femme, on épouse pas une femme à la hâte. Je me dis que si il épouse la fille, ça veut dire que non, il a quand même fait un certain nombre de temps avec la fille. Oui. Donc, ce que Bidjan nous dit que non, pendant que Brian sortait avec Ivana, Moukoubili a sorti avec Ivana, lui également sorti avec Ivana, c'est ce qui veut nous faire comprendre. Ouais, c'est un but de tirer, de rapprocher sur lui, ça n'existe pas, il faut. Quand Brian vivait, ce gars, peut-être, il causait avec Ivana comme c'est des gens qui ont fait vision 4 ensemble, que de bonjour, bonsoir décollé, mais jamais ils n'avaient eu une relation. Parce que cette fille-là que vous voyez, si on donnait les doctorats ou les disques d'or des femmes matérialistes, c'est que c'est elle qui a tout, bref, c'est qu'elle a déjà raflé tous ces titres là-bas. Alors, le jour où elle devrait rencontrer Brian, vous également, vous devez avoir rendez-vous avec Brian pour aller en boîte de nuit. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement à quel moment vous avez eu Brian, où vous l'avez vu, et quelle a été votre dernière conversation? Non, je vous ai bien expliqué au début que la dernière conversation c'était un espresso. Oui. Où il m'a remis un petit truc, où il m'a remis les 650 000 que je vous ai dit. Oui. Et il m'a dit, dans 2 jours, je fais le décaissement. Et quand je fais le décaissement, je vais tout faire si on va aller en boîte. Dans le jour J, je crois vers 10 heures aussi, il m'a appelé. Il m'a dit c'est le jour J aujourd'hui. Donc c'est moi qui lui dis c'est le jour J aujourd'hui. Mais je te fais signe après. Donc moi je suis dans mon coin parce que je sais que je vais aller en boîte. Quand je vois 23 heures sonner, il me fait passer une billet de moi. Je vais aller faire un tour à Bonanjo. Bonanjo, c'est Douala ou bien c'est une boîte? Non, Bonanjo, c'est Yaoundé. Il y a une boîte, il y a un snack bar bien assis
Mon pote, c'est des anglophones qui ont eu Snap. Oui. Mais je suis arrivé là-bas, pendant un coup. Donc, je suis sorti parce que il fallait que je sois dehors. Là, quand il m'appelle, je me rappelle. Parce que si il m'appelle, et s'il m'appelait que je sois à la maison, je ne pourrais pas avoir toute la force de sortir. Donc, il fallait que je sois dehors. Et puis, là, s'il m'appelle, je le retrouve. Puis bon, j'ai eu le temps passé. Il m'a pas fait. Je me suis dit que peut-être il a eu. Peut-être il a besoin de questionnement et puis peut-être qu'il est fatigué. Et qui va me faire signe le matin. On est 4h30. Peut-être 4h30. Un ami m'a appelé, il me dit est-ce que tu sais que a été assassiné? Il dit ah, il faut pas me. J'aime pas ce genre de blague. C'est même moi qui l'a raccroché. Bon, j'ai lancé son clé, j'ai appelé son numéro. On m'a renvoyé l'appel. Ça sonne, on envoie l'appel. Donc on l'a appelé peut-être 2 ou 3 fois. Sonne, on envoie. Je me suis dit, parce que d'habitude, je le fais souvent quand je l'appelle et peut-être m'occuper. Il peut renvoyer et puis il te fait un petit message. Il me dit, ok, je t'appelle après. Mais c'est 15 heures, je suis allé dormir. Vous savez, si pour rentrer peut-être à 5 h 6 heures, pour dormir, le temps de me réveiller, quand je me réveille, c'est peut-être 10 h 11 heures, je reçois des messages. La nouvelle est déjà répandue dans les réseaux sociaux. Alors, on ne pouvait rien faire, donc j'ai appelé mon ami et je lui ai dit, ah, ça c'est rien, moi j'ai confiance à la police camerounaise, d'ici 2 ou 3 jours, on aura la suite, on saura qui a posé cet acte. Dans ma sécurité jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais pu mettre la main sur le coupable. Et j'ai vu une vidéo qui m'a choqué, une vidéo de Ivana. J'ai fait une vidéo. Oui. Avec elle dit qu'elle n'a pas de problème. Pas de yeux rouge. On n'est pas dérangé. Et c'est souci plutôt de saison. Je me suis dit, mais bon. Ah bon. Mais monsieur, j'ai pas remis. Oui. Moi-même, je n'ai pas rentré avec vous. Si nous sommes ensemble et que je perds la vie, vous serez quand même attristé. Oui. Il dit même si nous n'avons rien à faire ensemble, que nous sommes juste les simples amis peut-être de boisson, vous serez quand même attristé, vous direz, ah, j'ai perdu un petit frère, j'ai perdu un ami. Mais combien de fois tu as perdu ton petit ami? Bon, le gars a été assassiné. Elle a fait la vidéo pour narguer les gens, pour narguer les Camerounais. Et pour envoyer un message fort, un signal fort à ses partisans de partout que la mission était accomplie. Oui.
faut pas être un professeur en criminologie pour le savoir. Donc, du coup, on assassine Brian. Et écoutez l'histoire. Ouais. Ils disent que Brian a renversé une moto. Et c'est les disciplineurs qui se sont mis à le suivre. Dis-moi, vous êtes journaliste, renseignez-vous. Toutes les personnes qui font la jet set, toutes les benzikineurs de la nuit, que ce soit les gars de Yann Chakal, Anthony Kennedy, La Poste, c'est des gars qui connaissent tous ces gens-là. Ouais. Je dis bien, quand il dit connaître, c'est connaître dans tout son sens. Ça veut dire que c'est Brian déjà, c'était quelqu'un de trop large qui faisait toujours les petits mains livrés à tous ces gens-là. Et si, le connaissant, s'il avait renversé vraiment un persécuteur, il devait s'arrêter et essayer avec le persécuteur. Vous savez comment ça se passe? Ça se passe comment? Quand vous renversez, vous savez comment ça se passe? Quand vous renversez un persécuteur, vous vous arrêtez, tu dis mon frère, c'est comment tu donnes quelque chose au gars qui laisse. Ouais. Mais on ne fait comprendre que non, quelqu'un à qui tous les persécuteurs connaissaient, c'est lui qui a renversé le persécuteur. Et c'est les persécuteurs qui l'ont suivi, soi-disant, et c'est les persécuteurs qui l'ont poignardé. C'est quel genre de persécuteurs que la police camerounaise ne peut pas arrêter? C'est quel genre de crimes où on ne peut pas mettre la main sur les commanditaires? Ça n'a pas de sens. Et comment se fait-il que Allez-y. Brian arrive à Omnisport? Lui, il est poignardé, comme ils disent, avec des persécuteurs, comme ils ont dit. Et la fille, elle n'a rien. Même son téléphone n'est pas arraché. Vous savez combien coûte un téléphone? Un iPhone. Vous pensez qu'un agresseur peut arriver, s'il est venu pour une agression, je prends le cas d'une agression, il voit un iPhone. Son iPhone là qui coûte environ 1 million, il peut laisser sur iPhone. Difficile. Il ne peut pas laisser sur iPhone. D'autres diront que non, il ne peut pas prendre l'iPhone parce que on va peut-être le retrouver, mais puis on va les tracer de tout. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais par contre, le téléphone de Brian, lui, il est porté disparu. Voilà, où est le téléphone de Brian? C'est ça le problème. Où est le téléphone de Brian? Donc avec le téléphone de Brian, on ne peut pas faire une transaction. Donc la mission a été accomplie. Elle a fait son direct pour dire mes amours. La mission a été accomplie. Est-ce que vous avez essayé de joindre Brian par son téléphone, néanmoins, quand vous avez appris qu'il est décédé, qu'il a été assassiné? Entdecken Sie den Renault Zoe E-Tech mit bis zu 395 Kilometern rein elektrischer Reichweite. Jetzt ab 99 Euro monatlich inklusive 10.000 Euro Elektro. Bonus und für ADAC-Mitglieder mit exklusivem Finanzierung.
Vorteil bei allen teilnehmenden Renault-Partnern. Mais je vous ai dit, quand j'étais à 4 quand j'étais 4 ou 5 quand j'étais à Bonadio, que j'ai reçu la nouvelle, je suis à l'instant d'appeler. Ce numéro était encore, ça passait encore, mais le téléphone, on l'a envoyé l'appel. Oui. C'est même ça qui m'a fait. Je n'ai pas cru à l'appel que j'ai reçu. Qui a annoncé sa mort, il dit, mais j'ai décidé et puis son téléphone, personne n'appelle. Il envoie l'appel. Généralement, quand je suis une personne, généralement, c'est une personne décède. Et que son téléphone est là. Lorsqu'on appelle, c'est un membre de la famille qui décroche. Pour sa femme, pour son frère, pour lui dire que non, vraiment, vous voyez, telle personne est vivante. Là, c'était pas le cas. Peut-être après, ils ont retrouvé le téléphone. Mais moi, à ma connaissance même, peut-être ils ont, peut-être, bon, je veux bien croire, parce que moi, quand je parle, je veux bien croire que c'est peut-être quand la famille est arrivée, que c'est la famille qui avait pris le téléphone et que c'est la famille qui envoyait les appels. Moi, je veux bien le voir. Mais si c'est la famille, est-ce que c'est la famille donc qui a pris le numéro des dernières personnes qui l'ont appelé pour essayer de les menacer? Je ne pense pas. Les personnes ont été menacées avec le téléphone de Brian? Non, puisqu'ils ont fait comment pour avoir nos numéros. Est-ce qu'on vous a appelé? Est-ce qu'on vous a rappelé? Je me parle au téléphone de Brian, ou bien un autre numéro. C'était des numéros anonymes, des numéros masqués. Moi, je parle de moi, je n'ai pas besoin d'appeler d'autres. D'ailleurs, on m'a appelé pour me menacer. Personne t'appelle et puis il m'envoie, quand tu raccroches, je t'envoie un message. Il faut faire attention et tout. Donc, bon, je ne pense pas que c'est la famille la famille ne pourrait pas fonctionner. La famille a quel intérêt à menacer les aucun. Si le téléphone, moi c'est ce que je me dis, hein, je sais pas, peut-être je peux me tromper, mais je me dis que c'est la famille, si ce téléphone est entre la main de la famille, peut-être. Ou il y a une autre option. Pour l'instant, selon les investigations que j'ai menées, la famille n'a pas de téléphone. Je peux vous le garantir parce que j'ai enquêté et auprès de la famille, auprès des enquêteurs, le téléphone de Brian est toujours porté disparu. Cependant, je suis tombé sur une autre information, à savoir que non seulement vous avez reçu des menaces, mais aussi celui qui était un autre ami de Brian, qui était avec lui à Bastos, aura aussi reçu des menaces concernant ce décès. Alors, est-ce que vous êtes en contact avec lui? Est-ce qu'il vous a parlé qu'il a dû subir certaines menaces venant des inconnus? Et à quoi consistaient ces menaces? Il a reçu des appels de menaces. Des appels de menaces où on disait faut faire attention. Je parle de l'autre ami, je parle de l'autre ami de Brian. Vous étiez deux. Oui, le deuxième ami. Je veux savoir la situation du deuxième ami, les menaces qu'il a reçues, s'il vous en a parlé. Oui, il m'a dit qu'il a reçu des appels 2 fois. Mais je vous ai dit tout à l'heure que lui, il a cette chance-là d'être quelqu'un qui est un parent
intérêt. C'est là où il avait reçu ses financements. Mais depuis lors, ils m'ont parlé, puis moi, il m'a plus jamais parlé de ça, donc je me dis qu'il n'est plus menacé. Donc, il était menacé au début et il n'est plus menacé actuellement. C'est ce que je me dis parce que quand je parle avec lui, il m'a plus, je sais pas de ça, il m'a plus dit que je suis des menaces, qu'il a une opinion. Donc, quand je l'appelle, je pense qu'on peut lui pouvoir bien. Bref. Avez-vous vu la deuxième vidéo? Parce que nous n'en avons pas parlé. Vous ne nous avez pas donné des précisions sur ça. Vous nous avez parlé de la première vidéo qui concernerait le ministre de la Justice avec le PDG de Vision 4. Alors, et puis Ivana Somba. Est-ce que vous aviez cette autre deuxième vidéo dont on parle et qui se trouve dans cette vidéo? Et la deuxième vidéo, c'est une vidéo de Bruno, comment je peux l'appeler, fiancé de Marine, je soi-disant Marine de Ivana, avec son PDG. Quoi? Et comme je voulais. Quoi? Attendez. Dans la deuxième vidéo, vous avez vu Bruno Bidjan avec Amouk Belinga. Oui, mais Jean-Pierre Amouk Belinga a deux épouses. Il a Bruno Bidjan, non, il a quatre épouses. Il a la magistrate, il a, comment ça s'appelle, il a une lance, j'ai oublié le nom. Il a, il a Bruno Bidjan. Ça, c'est connu de tous. Donc, c'est une vidéo où Jean-Pierre Amouk Belinga avec son maman, Bruno Bidjan. Je vous ai dit que je vais payer mon ami en question qui va m'envoyer, qui vais faire tout pour qu'il m'envoie cette vidéo. Puis je vais parvenir à le dire parce que ça ne sert à rien. Parce que lorsqu'on parle comme ça, toujours les sorciers qui viendront dire que non, c'est de la diffamation, ils sont jaloux de telle personne, ils sont jaloux de lui. Mais d'être jaloux d'une personne, est-ce que c'est pas lui, c'est M. Gipron, c'est pas lui, c'est pas ce monsieur qui paye vos factures. C'est pas ce monsieur qui paye mes factures à moi. Donc on ne peut pas être jaloux de lui. Est-ce que vous avez déjà eu Ivana Somba au téléphone? Est-ce qu'elle vous connaît personnellement? Est-ce que vous avez mangé ensemble? Ou est-ce que vous avez été dans des fêtes ensemble avec bien sûr Brian? Oui, les fêtes, oui. C'est pas mon ami. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas mon ami. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que ça ne m'inspire pas. Et je ne vais pas à Brian. Il y a plusieurs personnes qui sont de la jet set qui ont dit à Brian, cette fille. Mais comme c'est, vous savez, elle est quand même bling bling, comment dire. Bling bling, ça veut dire qu'elle brille. Et dans la jet set, on a besoin de. Lorsque un gars comme Brian qui était un maillon fort de la jet set, lorsqu'il a une fille comme ça donne encore plus de poids, quoi. Parce que non, c'est une bonne, c'est une fille bien, elle est belle. Elle est bien formée, c'est bien, c'est mon temps, c'est ça. Donc, pour lui, c'est
Donc, c'était un peu ça. Donc, il a dit, donc, vous avez ma chance, je pense que vous parlez que, en effet, c'est vrai. Mais là, c'est son côté, c'est de mon côté. Déjà que moi, c'est pas moi qui paye la consommation, donc du coup, je ne peux pas être en premier plan. Uh-huh. Voilà, donc, on ne peut pas marcher, on ne peut pas marcher avec les taux, vous êtes en premier plan, non. C'est Eto qui vous intégrer. Non, je dis bien que Eto n'est pas concerné dans l'histoire, il ne faut pas le mêler. Voilà. Non, je ne parle pas, c'est un exemple, donc je disais, comme marcher avec l'histoire. Voilà, non. Désolé, on ne peut pas parler, surtout le pays du Ghana, n'importe comment, donc on n'a pas de problème, donc c'est ça. Alors, est-ce que vous avez été contacté par la police pour témoigner sur cette histoire? Est-ce que le procureur ne vous a pas convoqué? Puisque vous étiez quand même les plus proches de Brian, vous étiez deux. Ton ami et toi, et voilà, c'était un trio, tout le monde vous connaissait. Normalement, on ne peut pas dire que non, nous étions deux. Normalement, si le procureur devait convoquer tout le monde, on devait convoquer toute la jet set. Uh-huh. Dans un pays sérieux, c'est ça. Parce que cette enquête est très facile à mener, mais c'est je pense. Uh-huh. C'est toujours par exemple, si on vous dit que quelqu'un fait le même skin à Mokolo. Ouais. Vous savez que à Mokolo, il y a un endroit où les beskineurs stationnent. Ouais. Donc, si l'un d'eux est réfléchi, la police va faire recours à ses confrères Ouais. qui sont pour mettre la main sur lui. Uh-huh. Brian était de la jet set. La jet set est connue. Est connue. Ce n'est pas quelque chose de. Ils ne font pas des soirées dans la planète Mars. On va se dans les soirées à Yaoundé. Uh-huh. C'est là où ils font leurs feux soirées. Donc, c'est très facile. Mais comme moi je comprends la police, quelqu'un ne peut pas essayer de. Quelqu'un ne peut pas laisser son galon, parce que quelqu'un va perdre son galon pour une enquête qui ne va pas aboutir. Mais comme je vous ai dit au début que la majorité, la plupart des personnes qui sont dans l'enquête, c'est des gens, c'est des enfants des personnes de bonne famille, donc c'est des enfants de ce clan de personnes en fait. Uh-huh. Donc vous pensez que là, monsieur Jean-Pierre Amordi doit attaquer le fils d'Atangandi? Non. Vous pensez qu'il doit attaquer le fils du ministre des Finances? Non. Vous pensez qu'il doit attaquer le fils peut-être du DCCO ou peut-être le fils d'un autre ministre? Non, il ne peut pas. Mais si la jet set était une association où il n'y avait que des enfants de pas peur, il n'y avait que des enfants des pauvres, des quartiers difficiles, comme on dit. C'est que tous ont été abattus, c'est que la majorité sont en prison. Uh-huh. Ouais, c'est que la majorité de ces gens sont en prison. Parce qu'ils savent que nous, si on t'arrête, qui va plaider pour toi, personne? Qui va plaider pour toi? Personne ne peut plaider pour toi. Et tu sais que, comme ils savent que ça a attiré la personne, ils ne peuvent pas s'attaquer. Ah oui. Donc c'est pour ça que personne n'a été arrêté, personne n'a été inquiété. Que l'enquête est finie comme ça. Et pour dire aussi, parce que vous, c'est un diront que non, peut-être
peut-être je suis tribaliste, moi je suis pas tribaliste. Mais je me dis aussi que peut-être ça m'a posé plus d'ampleur parce que ce gars était un gars de l'Ouest. Alors, oui, je vois ce côté-là, mais néanmoins, vous citez Amouk Belinga et le ministre Laurent Esso qui sont concernés dans la vidéo. Laurent Esso n'est pas du centre, du sud, il est du littoral. Alors, dans la vidéo, justement, où vous voyez Laurent Esso et Amouk Belinga, la vidéo qui est tournée, où vous dites qu'ils sont pratiquement en tenue d'Adam et d'Ève, est-ce que vous pouvez nous dire les rôles que chacun tient? Les rôles que chacun tient dans la vidéo? Oui. Ben, je vous ai dit, le boss de Vision Kabul avait un code dans les pays entiers sur la main. Oui. La vidéo même ça me suffit peut-être 30 secondes. C'est une vidéo de 30 secondes. C'est une vidéo de 30 secondes. Donc c'est cette vidéo-là qui donnait les informations au président directeur général de Vision 4. Une vidéo de 30 secondes de l'information. Si c'est pour ça qu'ils étaient obligés de passer par Iwaka parce qu'ils savaient que non, ils ne pouvaient pas atteindre Brian comme ça. Parce que puisque même le boss de Vision quand il était au courant de la relation avec Brian. Pour atteindre le pouvoir, il faut passer par qui? Quand tu as la fille, ok, c'est ton gars. Il faut lui mesurer. Parce que imagine, ça devait être plus flagrant si c'est Laurent Esso ou c'est un Moko qui avait appelé, il dit bon, il cherche l'argent à tel niveau et puis bon, on est dans une embuscade, une défaite. Vous savez, là c'est trop grave. Ouais. Donc il fallait passer à une personne qui n'a pas de cœur, qui n'a pas de sentiment, qui est prête à tout pour de l'argent, qui est prête à tout pour réussir. Pour lui livrer et dire et fabriquer une histoire comme ils ont dit contre la justice et fabriquer une histoire en disant que non, effectivement, il avait un accident. Ok. Vous venez donc de suivre le témoignage de l'ami de Brian Fombo. Je vais vous résumer un peu ce qu'il est en train de dire. En fait, d'après son point de vue, les responsables du crime ont tourné une sextape et Brian Fombo a pu se procurer cette sextape et apparemment il aurait fait chanter les antagonistes qui étaient sur cette sextape, à savoir Amouk Belinga, le ministre de la Justice garde des Sceaux, Laurent Esso et Ivana Issomba. Et bon, il décrit la vidéo, il dit que c'est une vidéo de 30 secondes et que dans cette vidéo de 30 secondes, on voit Amouk Belinga qui est
en Bermuda. Et il a entre les mains un goat. Un goat, c'est un sextoy. C'est une imitation du sexe masculin. Et les femmes s'en servent pour se faire plaisir en le manipulant à travers des touchements au vagin. Excusez-moi, c'est un peu compliqué pour moi d'expliquer ça parce que je suis assez, disons-le tout simplement, je suis assez conservateur en matière de sexualité. J'aime pas trop parler de ces choses n'importe comment. Donc voilà, il se trouve donc que dans cette vidéo, vous avez, comme je l'ai dit, Amougou Belinga qui est en Bermuda et qui tient en main un goat. Et il y a Ivan Isomba qui est allongé et il y a Laurent Isso. Donc, Brian Fombo tombe en possession de cette vidéo le jour où, en fait, il est en train de vouloir appeler avec son smartphone et il se rend compte que son smartphone n'a pas de crédit. Il prend donc le smartphone de sa dulcinée et voilà, il trouve cette vidéo et il la transfère dans son propre smartphone à lui. Donc, à partir de là, il se pourrait que Brian Fombo a commencé à faire chanter le trio, l'activité sexuelle du trio, et aurait reçu une certaine somme d'argent. Bon, maintenant, il y a des gens qui vont dire l'acte de Brian Fombo n'était pas du tout bien. C'est un acte répréhensible, faire chanter les gens. Mais le problème, c'est que parmi les protagonistes de cette histoire, vous avez le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui sait que le chantage, c'est un acte pénalement condamnable et qui connaît quelle est la procédure à suivre lorsque quelqu'un vous fait du chantage. Vous lui portez plainte pour chantage et une enquête est ouverte. Et si effectivement la personne, vous réussissez à réunir les preuves que cette personne vous fait chanter, ce qui va se passer, c'est que la personne sera condamnée par la justice. Et donc, il n'y avait pas de nécessité à tuer Brian Fombo. Le fait que Brian Fombo meurt, c'est tout simplement parce que ceux qui vont tuer Brian Fombo veulent lui démontrer que tu n'es rien. Ils veulent dire à Brian Fombo, écoute, nous sommes les hommes les plus puissants du Cameroun. Nous décidons, nous avons droit de vie et de mort sur les Camerounais. Et c'est ce contre quoi nous nous insurgeons au niveau de la brigade anti-Salinard. Et même, je crois, les activistes camerounais à travers le monde se battent pour l'avènement d'une société de justice. Ces activistes se battent pour l'avènement d'un système dans lequel les Camerounais pourraient être jugés et qu'il n'y aura pas de personne au-dessus de la loi qui décide de supprimer la vie d'une autre personne, même si cette personne s'est comportée de façon assez répugnante. Donc, voilà, moi, ce que j'ai apprécié dans cet extrait de l'interview de J. Rémy Ngono et de cet ami de Brian Fombo, c'est le professionnalisme avec lequel J. Rémy Ngono a mené cette interview. Je vous le dis bien, vous allez voir un moment, lorsque l'interviewé glisse par exemple sur le tribalisme, J. Rémy Ngono le recadre très poliment et le ramène sur le sujet principal, à savoir les circonstances de l'assassinat de Brian Fombo ou bien l'actualité autour, le motif de l'assassinat de Brian Fombo. Vous voyez, J. Rémy Ngono, c'est vraiment un professionnel. Il y a encore, en fin de l'interview, cette glissade de l'auteur, lorsqu'il parle de Ethofis, encore une fois de plus, J. Rémy Ngono est très professionnel. Il lui dit non, Ethofis n'a rien à faire avec cette histoire, mets-le de côté. Parlons des principaux protagonistes. Je dis, vous vous rendez compte donc, en fin de compte, J. Rémy Ngono, lui, il est juste pour la justice. Il est la voix, il est le porteur
de voix de ceux qui n'ont pas la voix. Aujourd'hui, J. Remington porte la voix des parents de Brian Fombo. Il porte la voix inaudible des parents de Brian Fombo qui ont cette douleur de leur fils unique qui a été assassiné. Vous devez vous rendre compte d'une chose. Brian Fombo est un fils unique qui a été assassiné dans des circonstances quand même assez bizarres. La femme qui a participé à cet assassinat, la dernière personne qui a vu Brian Fombo vivant, c'est une prostituée du nom d'Ivana Isomba, qui va se marier plus tard avec le journaliste de Vision 4, M. Bruno Bidjan. En fait, il s'agit d'une mise en scène. Tout porte à croire ici qu'il s'agit d'une mise en scène pour dévier les soupçons de la personne d'Amougou Belinga, qui semble être, lui et le ministre de la Justice, Laurent Esso, il semble être les co-auteurs de ce crime. Et donc, du jour au lendemain, comme l'a dit l'ami de Brian Fombo, Bruno Bidjan, qui n'avait aucune relation sentimentale avec Ivana Isomba, juste après la mort de Brian Fombo, on leur annonce que c'est des toutouros qui ont été toujours ensemble. Mais des amis intimes de Ivana Isomba disent que c'est le mensonge, que Ivana Isomba n'est jamais sorti avec Bruno Bidjan, qu'en fait c'est une mise en scène pour dévier les soupçons sur la personne de Amougou Belinga. Donc nous allons encore le dire. Notre souci, ce n'est pas de la chasse à l'homme. Nous ne sommes pas là pour dire, voilà, on va mener une chasse à l'homme contre Amougou Belinga. Non. Notre souci, c'est que la vérité éclate. Ça fait une fois de plus un crime dans cette société camerounaise. Il est temps que l'on rende justice aux Camerounais. On ne peut pas continuer à évoluer dans une société où les plus forts écrasent les plus faibles. On ne peut pas continuer à évoluer dans une société où le non-droit, où l'état de non-droit est la norme. Nous ne pouvons pas continuer à accepter déjà les injustices sociales. Les injustices sociales sont déjà quand même assez graves au Cameroun. Si en plus de cela, il y a des crimes, parce que d'aucuns estiment qu'ils sont plus puissants que les autres, alors vraiment, à un moment, il faut pouvoir dire stop et avoir le courage de ces positions. La brigade anti-Sardina de Douala dit encore, la responsabilité dans l'assassinat de Brian Fombo semble être précis, c'est des faits bien précis. On sait qui a commandité le crime. Il s'agit d'Amougou Belinga et de son pote Laurent Esso, ministre de la Justice. Il va falloir qu'ils rendent des comptes. Il va falloir qu'on leur demande qu'est-ce qui s'est passé. Il va falloir que dans le cas, parce qu'il faut bien comprendre une chose, la présomption d'innocence vaut pour les deux. Mais au-delà de cette présomption d'innocence, il faut un début de justice dans notre pays. On ne peut pas assassiner les gens tout le temps et refuser que justice soit rendue à ceux qui ont besoin de cette justice. Est-ce que vous pouvez vous imaginer la douleur des parents de Brian Fombo? Brian Fombo est unique garçon, c'est le seul enfant que ses parents ont eu. On lui a malheureusement supprimé la vie. Et voilà, on nous demande de nous taire, on ne va pas se taire. Monsieur Amougou Belinga, qui adore l'intimidation, il peut être sûr, on va continuer à parler de l'assassinat de Brian Fombo. Qui se le disent, hein, il ne va pas nous intimider. Il ne peut impressionner personne. Son argent, on n'en a qu'au foutre. Son argent, il peut se la mettre là où on pense. Ce que l'on réclame, c'est tout simplement la justice. Dans le cas de l'assassinat de Brian Fombo. Voilà. Donc, je vous dis merci de nous avoir accordé votre attention ce soir. À tous ceux-là qui sont restés fidèles à la page de la brigade anti-Sardina de Douala. Nous sommes une quinzaine, c'est bien. Il y a eu
39 partages, 16 commentaires. C'est bien. Nous sommes très contents d'avoir votre attention et nous pouvons vous dire que demain ou après-demain, nous allons vous proposer cette fois-ci l'interview du chef de famille de Brian Fumble. Hein? C'est-à-dire que celui qui serait le chef de famille va prendre position. Euh, nous avons aussi fait par rapport à cela un enregistrement que nous allons mettre à votre disposition. Ce soir, on ne peut pas le faire compte tenu du fait que voilà, 2h05, c'est trop. Cette interview était longue, mais c'était nécessaire que l'on aille au bout de cette interview afin de vous permettre de comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire que nous essayons de détricoter. Je dis donc merci à J.Rémy Ngono parce que vraiment le travail que ce monsieur abat pour l'avènement d'une société de justice au Cameroun, c'est formidable. Voilà. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure dans les commentaires que J.Rémy Ngono, c'est le Chris Yapi du Cameroun. Hein, vous savez qui est Chris Yapi? Chris Yapi, c'est, disons-le tout simplement comme ça, c'est un avatar qui dénonce les maux de la société ivoirienne, qui désacralise les ministres, les hommes puissants de la société ivoirienne, afin de rendre justice à ceux qui en ont vraiment besoin. Donc, merci de nous avoir accordé votre attention. Nous restons en contact. À tout moment, nous pouvons déclencher nos directs. Restez à l'écoute. Soyez fidèles. Partagez cette page, s'il vous plaît. Nous sommes partagés. Faites en sorte que cette page soit connue. Allez faire des commentaires positifs sur cette page pour nous permettre, pour empêcher que cette page ne soit supprimée. Parce que c'est les commentaires positifs que vous allez mettre, que vous allez afficher sur la page. C'est-à-dire, allez, il y a un endroit pour commenter. Vous marquez, vous lisez, vous dites, vous nous donnez des étoiles. Enfin, parce que c'est ça qui permet à cette page de rester en vie. Sinon, vous connaissez les Sardinats, ils passent plus leur temps à signaler les pages de la Brigade de la Liberté, parce que c'est en fait comme ça qu'on devrait appeler la Brigade anti-Sardinat, la Brigade de la Liberté. Bonne nuit et au plaisir de vous entendre, au plaisir de vous avoir dans les prochains jours dans les directs de la base de Douala. Au revoir.